Bonjour, chers collègues. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Klaus Meusch, je suis le président, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, de la Fédération des professeurs de français de Bavière et co-organisateur de cette conférence. Normalement, le samedi 6 mars, on aurait dû se retrouver ici de visu à Erlangen pour notre congrès annuel. Mais à cause du coronavirus, nous avons été obligés de choisir d'autres formats. Avec grand succès, depuis quelques mois, nous organisons une série d'interventions sur Zoom. Et aujourd'hui, donc, je vous souhaite la bienvenue à la conférence, à l'intervention de M. Thibault. Et pour que tout ça soit possible, je dois remercier tout d'abord le DFI avec sa directrice Rachel Gilliot, l'Institut français avec Louis Marondet, que vous, tous les deux, que vous n'êtes pas sans connaître, aussi notre régional Lehrer Fortbildung Mittelfranken, ô combien efficace dans l'organisation à l'amont de cet événement, et aussi le Bayerische Philologenverband qui nous soutient. Alors, grâce à la RLFP, vous aurez accès aux attestations en ligne et vous recevrez un lien et en cliquant sur ce lien, vous pourrez avoir accès à cette attestation. Elle se trouvera sur MEBIS. Et un autre service qu'on vous rend, c'est qu'on est en train d'enregistrer, de faire un enregistrement audio de l'intervention de M. Thibault qu'on mettra à votre disposition. À la suite de l'intervention de M. Thibault, il y aura une discussion par chat, par Fragen und Antwort, et nous vous réjouissons déjà de votre vive participation. Et avec ça, je passe la parole à mon collègue Louis. Merci beaucoup, mon cher Klaus. Merci. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis donc Louis Marandet. Je suis attaché de coopération pour le français en Bavière. Je suis ravi d'avoir l'honneur de co-animer ce webinaire qui est le fruit aussi, je le souligne, de l'excellente coopération entre la FAODF, la RLFB, le DFI. Merci beaucoup aussi, chère Rachel, pour tout ton soutien, et l'Institut français. Je suis impressionné par le nombre d'enseignants qui sont présents ce matin. Alors, je vous salue toutes et tous très chaleureusement et je saisis l'occasion aussi pour vous remercier de tout ce que vous faites pour la langue française malgré ces temps particuliers. Ce webinaire, il pourra sans doute contribuer à illustrer ce que peut revêtir un cours de français en termes de politische Bildung, c'est-à-dire la langue au service de l'ouverture à une sensibilisation politique franco-allemande en l'occurrence, pour une génération qui n'aura connu jusqu'à l'automne 2021 que Madame Merkel comme chancelière et son sens incroyable du compromis. C'est donc un très grand plaisir de vous accueillir, Monsieur Thibault. Monsieur Thibault, vous êtes d'origine dijonnaise, diplômé de droit et de Sciences Po Paris, ainsi que du Centre de formation des journalistes. C'est grâce à un jumelage que votre goût pour le franco-allemand a été développé, si bien qu'il ne vous a plus lâché ensuite et qu'après vos études, vous n'êtes pas retourné vous installer en Bourgogne, mais à Berlin, juste après la réunification, pour ensuite entrer au service de RFI depuis bientôt 25 ans. Vous devenez en 2005 le correspondant du programme en français de la radio. Vous êtes aussi, entre 2014 et 2020, président de l'Association de presse étrangère en Allemagne. Vous suivez donc les relations bilatérales au plus près depuis quelques décennies. Vous accompagnez les élections régionales, fédérales, européennes. Vous interrogez les politiques. Vous les analysez. Vous en connaissez les coulisses aussi. Et vous êtes entouré de journalistes du monde entier, ce qui fait de vous un intervenant de choix et de haute qualité pour venir nous parler ce matin d'amour au temps du coronavirus. Et juste avant de vous laisser la parole, je la passe à Rachel Gilliot afin qu'elle nous donne quelques détails techniques pour les modalités pour les questions. Merci beaucoup pour cette introduction.
Rachel Gilliot de l'Institut franco-allemand d'Erlangen, que l'on appelle aussi le DFI, ravi de vous accueillir dans cet espace virtuel. Quelques petits tips techniques. Donc, si vous avez des questions à m'adresser, je suis en régie, je m'occupe un petit peu de la technique. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique chat. Vous pouvez donc écrire dans votre langue, aucun problème, et je veillerai à répondre à vos questions. C'est aussi dans ce chat que vous trouvez donc en bas de votre écran que j'indiquerai le lien Mebis dont Monsieur Meusel a parlé tout à l'heure. Et si vous avez des questions vraiment brûlantes à poser sur Monsieur Thibault, à Monsieur Thibault ou à nous-mêmes, vous avez donc la rubrique Fragen und Antworten que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. Et là, nous les recenserons au fur et à mesure, nous les canaliserons, synthétiserons, et nous pourrons après ouvrir l'espace discussion. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Rachel, merci Louis, merci Monsieur Meusel et à l'Association des professeurs de français en Bavière. Très heureux d'être avec vous ce matin de façon virtuelle pour les raisons que nous connaissons toutes et tous. Voilà. Comme l'a déjà dit Louis Marandet, nous voulons essayer de parler de l'amour au temps du coronavirus et des relations franco-allemandes, non seulement durant cette période de pandémie, mais peut-être un petit peu plus largement. Effectivement, je suis originaire de la Bourgogne, voilà, et effectivement, cet intérêt pour l'Allemagne était le fruit d'un jumelage. La Bourgogne ayant un jumelage avec le Rhénanie-Palatinat, ce qui aussi a donc démultiplié les jumelages dans les années 60, à une époque où ils étaient particulièrement, en tout cas leur naissance était particulièrement importante, et ce qui a favorisé ce contact qui sans doute n'aurait peut-être jamais eu lieu, déjà donc pour rappeler donc une des bases importantes des relations entre Français et Allemands depuis ces dernières décennies. Je travaille effectivement donc, comme cela a été précisé, pratiquement depuis la fin de mes études en Allemagne et depuis Berlin, comme journaliste indépendant et puis plus tard pour RFI, pour Radio France Internationale, pour le programme en allemand dans un premier temps et ensuite comme cela a été précisé, pour le programme en français, Radio France Internationale, pour faire un petit, pas un quart d'heure, ça sera un peu long, mais pour faire un petit peu de publicité. C'est une radio publique, donc je pense que ça reste autorisé. Voilà, c'est donc la radio française destinée à l'étranger, un petit peu comme la Deutsche Welle. Nous sommes une radio, comme le nom l'indique, mais nous sommes aussi membres d'un groupe, d'une holding en anglais plus large qui s'appelle France Média Monde, une structure au sein de laquelle on trouve France 24, que peut-être certaines et certains d'entre vous ont déjà regardé, avec des programmes en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Voilà. Donc, une radio destinée à l'étranger. Pour ce qui est du programme en français, avant tout, très largement écouté en Afrique, dans les pays francophones, évidemment, logiquement. C'est une radio qui peut aussi, pour vous, enseignants de français, être intéressante. Comme toutes les radios, bien sûr, nous disposons d'un site internet, rfi.fr, avec des podcasts, des émissions sur des sujets très différents, avec notamment peut-être plus pour les enseignants aussi, plus intéressant que les news proprement dites, mais des magazines très variés qui peuvent peut-être être des sources ou d'informations pour les enseignants ou peuvent être utilisés pour le travail avec les élèves. Il y a aussi le site RFI Savoir, avec savoir au pluriel.rfi.fr, qui, comme le nom le laisse transparaître, est une plateforme qui met en ligne, retravaille des contenus qui essayent de faire un point sur une question avec des dossiers, des séries, et qui, là aussi, peuvent être intéressantes pour une utilisation pédagogique. Nous avons aussi des journaux en français facile, qui peuvent être aussi intéressants pour vos élèves qui déjà ont une certaine maîtrise du français, mais qui
permet peut-être pas encore de suivre des journaux radio en français qui sont parfois bon, très rapides, on parle un peu vite et pas forcément facile à suivre. Voilà, ça c'était un petit peu pour l'utilisation pédagogique qu'on peut faire si on le souhaite de RFI comme radio publique. Alors, j'en arrive au cœur de notre sujet aujourd'hui, les relations franco-allemandes, l'amour ou au temps du coronavirus. Il y a un dossier qui défraie en quelque sorte la chronique depuis 2, 3, 4 semaines, à savoir la question du sort à réserver à la frontière et à des contrôles éventuels à la frontière entre la France et l'Allemagne, plus particulièrement entre le département de la Moselle et la Sarre. Et là, on voit que se focalisent pas mal de questions, d'ingrédients, entre guillemets, qui montrent l'importance et le côté symbolique de cette frontière. Après tout, si on a eu ce rapprochement, l'intensification des relations après la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment parce que les frontières, quelque part aussi synonymes de guerre, des frontières qui ont pu varier, et il fallait les surmonter. Et on sait tous en tout cas pour les un peu moins jeunes, qu'est-ce qu'a signifié il y a déjà un certain temps la fin des contrôles à cette frontière franco-allemande. Donc on a vu au printemps dernier un peu d'un seul coup, notamment pour les frontaliers bien sûr, qui passent quasi quotidiennement cette frontière, on avait un peu l'impression de revenir 30 ans en arrière avec soit une fermeture, d'abord la fermeture de certains postes frontières et puis des contrôles pour ceux qui restaient ouverts. Et donc, on avait l'impression donc de revenir historiquement en arrière, ce qui évidemment a eu des conséquences assez négatives. Et on a aussi vu des choses qui peut-être paraissaient aujourd'hui dépassées, un certain nombre de ressentiments qui ont pu rejaillir avec, du côté allemand, la situation sanitaire et pandémique étant à l'époque plus grave en France, pardon, avec également des manifestations, des déclarations anti-françaises qui ont également suscité des réactions négatives. Et on voit donc que cette fois-ci, presque un an après, on s'est vraiment battu, on a tout fait pour éviter un remake de ce qui s'est passé au printemps dernier et pour éviter le côté symbolique d'une fermeture ou en tout cas de contrôle très strict aux frontières. On voit bien là qu'on a quand même quelque part deux poids et deux mesures entre ce qui se passe actuellement donc, depuis quelques jours à la frontière franco-allemande et puis les mesures prises antérieurement par le gouvernement allemand pour la frontière, pour ceux qui sont dans cette région de la Bavière avec le Tyrol ou avec la République tchèque. On a aussi préparé quelques petits sondages, voilà, histoire de pimenter un peu la discussion, entre guillemets, que Rachel va mettre à l'écran pour vous et vous pourrez répondre. Donc, le premier, je ne sais pas si Rachel veut aussi expliquer comment ça marche. Le premier concerne justement ces mesures adoptées récemment à la frontière entre la France et l'Allemagne. Donc, je lance le premier sondage et vous avez la possibilité de répondre par oui ou non. Le sondage va s'afficher sur votre écran et vous pouvez donc cliquer sur la réponse de votre choix. Ah, c'est en train de s'emballer. Voilà. Et, je continue un petit peu à parler, Rachel, et puis dès que vous avez l'impression que une tendance est confirmée, la grande majorité, tout le monde n'est pas obligé de participer ou ne le veut pas, qu'en tout cas le sondage est à peu près, les résultats n'arrivent plus, vous nous communiquerez les résultats. Donc on voit bien que là, voilà, on s'est vraiment efforcé, il y a une mobilisation à la fois des élus régionaux de chaque côté de la frontière, il y a eu aussi une mobilisation d'une nouvelle institution franco-allemande qui a été lancée il y a 2 ans, à savoir de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, une initiative unique au monde qui regroupe
des parlementaires des deux pays à parité, 50 députés français de l'Assemblée nationale, 50 députés allemands du Bundestag. Et là, notamment, le bureau qui dirige cette assemblée franco-allemande a été particulièrement actif pour émettre des communiqués, mettre les deux gouvernements sous pression pour éviter la fermeture des frontières et pour plaider pour des contrôles aussi légers que possible. Voilà, je vois qu'entre-temps, on a un résultat du sondage. Je pense que vous voyez la même chose que moi. Approuvez-vous les mesures prises à la frontière franco-allemande pour lutter contre le Covid? Il y a donc une majorité, à peu près des 2/3, qui les approuvent et un tiers, grosso modo, 36%, qui les désapprouvent. Voilà. Bon, un petit rappel évidemment sanitaire. La situation actuelle s'explique aussi par le développement du variant sud-africain du côté français de la frontière et un niveau d'infection qui est sensiblement plus élevé que celui qu'on enregistre actuellement en Sarre. Donc, une mobilisation des élus, une mobilisation de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, des réactions, des mobilisations aussi à Paris ou à Berlin, même s'il faut le dire, lorsque la décision a été prise de classer cette zone à risque il y a à peu près une semaine, on a réagi de façon assez ferme en France, notamment le président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui a critiqué une décision unilatérale, exagérée de l'Allemagne. Donc on voit que le côté symbolique de ces contrôles reste important. On a donc malgré tout une absence de contrôle aux frontières par rapport à l'année dernière. Les passages restent ouverts. En revanche, il y a donc des contrôles volants du côté allemand pour vérifier si les personnes qui viennent de France ont donc fait un test. Et on a donc également une stratégie de test qui a été développée avec des centres communs pour des tests rapides. Là aussi, un avantage, une avancée, pardon. Je pense aussi que ça prouve que l'importance symbolique, encore une fois, de cette frontière, mais aussi la capacité à trouver des solutions. Et on voit bien que pour ce qui est des deux autres frontières pour lesquelles l'Allemagne a pris des décisions de durcissement des contrôles, le Tyrol et la République tchèque, on ne les a pas, ce qui peut-être n'est pas forcément une bonne chose. Et je pense que là, on a aussi, pour aller au-delà de la conjoncture actuelle, je pense que c'est vrai que ce qui se passe à cette frontière peut aussi être une sorte de laboratoire pour beaucoup de zones frontalières en Europe. Et c'était d'ailleurs un des apports les plus importants du traité d'Aix-la-Chapelle signé il y a 2 ans entre la France et l'Allemagne, qui prolongeait, qui actualisait le traité fondateur de 1963, le traité de l'Élysée, avec donc un chapitre sur la coopération transfrontalière. On a notamment créé un comité de coopération transfrontalière qui, par exemple, a tenu une réunion d'urgence lundi dernier, à quelques heures de l'entrée en vigueur des mesures allemandes, pour essayer de trouver des solutions qui permettent de rendre les mesures aussi supportables que possible. Et peut-être que cette collaboration pourra aussi servir au-delà. Je pense que c'est aussi l'objectif du franco-allemand, c'est évidemment de ne pas rester dans un certain quant à soi, mais d'être un petit peu quelque part un laboratoire pour au-delà une coopération en Europe, ou bien lorsqu'il y a des initiatives, on en parlera plus tard, pour évidemment s'entourer ensuite d'un maximum de partenaires pour les rendre les plus efficaces et les plus crédibles. Puisque j'évoquais à l'instant le traité d'Aix-la-Chapelle, je regarde sur ma liste de sondages sur la droite, est-ce qu'on a un deuxième sondage pour savoir qui d'entre vous a déjà entendu parler de ce traité d'Aix-la-Chapelle? Donc voilà, vous pouvez répondre par oui ou par non, juste histoire de voir quelle est la notoriété de ce traité, adopté encore une fois il y a 2 ans. Et qui était
avant tout une initiative française qui aurait dû peut-être arriver encore plus vite si Paris avait obtenu gain de cause. Et donc, voilà, qui a fêté son 2e anniversaire. Donc, on attend les résultats. 87%, 88% de participation à ce 2e sondage. Donc, je vous envoie le résultat. Résultat tout de suite, voilà. D'accord, donc 6 participants sur 10 ont déjà entendu parler du traité, mais 4 participants sur 10 n'en ont pas entendu parler. Donc on voit que peut-être sa notoriété est encore à améliorer. Alors j'évoquais pour ce qui concerne le contenu du traité, notamment le comité de coopération transfrontalière qui a été mis en place. Il y a aussi, là on voit que avec les ans, les instruments de la coopération franco-allemande vont toujours en s'étoffant, en se développant. Il y a aussi un comité, j'espère que je retrouve le nom exact, sur un forum sur l'avenir qui a été mis en place. J'avais eu l'honneur d'animer sa première manifestation publique en décembre dernier, qui doit réfléchir un peu à des thématiques environnementales, par exemple, enfin des projets sur la durée, et afin de faire remonter de la base des projets, des initiatives ou d'un des pays ou bilatéral pour faire avancer des projets communs. Un autre bébé en quelque sorte du traité d'Aix-la-Chapelle, c'est un fonds citoyen franco-allemand, et là aussi on a un petit sondage pour voir si à peu près un an après son lancement, à peu près au même moment que la pandémie, ce qui n'était pas évidemment la période la plus bénéfique. Est-ce que pour savoir si ce fonds citoyen franco-allemand bénéficie d'une bonne notoriété auprès aussi de multiplicateurs comme vous, les profs de français, ou si cette notoriété peut encore être améliorée. Alors ce fonds, comme son nom l'indique, il bénéficie d'argent, comme d'autres structures, à commencer par l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, il est financé à parité. Il est géré d'ailleurs au quotidien par l'OFAGE, et son but c'est de permettre le développement, l'intensification des liens entre la société civile franco-allemande en soutenant financièrement des projets avec différentes strates selon l'importance des financements nécessaires. Donc, comme on le voit, voilà, peut-être un message à faire passer aux responsables du fonds. Il y a encore à faire pour que sa notoriété s'améliore, puisque je vois que 9 participants sur 10 n'en ont pas entendu parler. Ce qui est peut-être dommage, parce que si vous avez des projets communs, et j'imagine que c'est le cas dans beaucoup d'établissements, avec des... Je regarde l'heure un peu. Avec des établissements français, eh bien, certains projets pourraient être financés par ce fonds. Donc, jetez un œil sur le site et sur les conditions de participation. Je pense que ça peut être aussi pour vous un outil intéressant. Je reviens un peu donc aux conséquences de la pandémie sur le franco-allemand et au-delà sur l'Europe. On a vu donc en 2020, j'évoquais les mesures prises à l'époque à la frontière franco-allemande, mais on a eu un petit peu au-delà, il y a d'autres exemples, une tentation du repli sur soi. Les frontières en sont un exemple. On a vu aussi des interdictions d'exportation de matériel qui à l'époque manquaient douloureusement, comme par exemple les masques, etc. Il y avait un peu la crainte que cette pandémie se transforme en quelque sorte ou provoque une dérive, sinon nationaliste, en tout cas un repli sur soi national. On a vu que il y a eu, au contraire, et c'est positif, un développement inverse. D'abord, pour rester sur l'aspect strictement sanitaire, on a vu, et là le franco-allemand a pris toute sa dimension, qu'il y a eu, alors qu'à l'époque la France était sensiblement plus frappée par la pandémie, et notamment les unités de soins intensifs des hôpitaux étaient débordées, il y a eu l'accueil de malades dans des hôpitaux dans différents Länder allemands, ce qui était un geste important.
à la fois symbolique, parce que ce n'était pas des chiffres évidemment massifs, mais en même temps, c'était tout de même une illustration du franco-allemand. D'autres pays d'ailleurs ont participé à ces mesures. Et puis on a eu au-delà donc la volonté pour ce qui est des réponses à apporter à la pandémie, la volonté de trouver des réponses européennes. Alors, on l'a vu, et on en parle beaucoup depuis 3 mois ou 2 mois et demi pour la campagne vaccinale, où alors que plusieurs pays avaient commencé à se regrouper pour lancer l'achat de vaccins, on a donc choisi une politique européenne d'achat en commun de vaccins avec comme objectif d'avoir peut-être des prix plus bas et ensuite de permettre à des pays qui n'en auraient pas eu les moyens d'avoir accès à ces vaccins, surtout si en dehors de leur puissance financière moins importante, ils ne disposaient pas sur leur sol d'entreprises fabriquant ces vaccins. Alors ça a beaucoup été critiqué aussi en Allemagne avec les retards de la campagne de vaccination. Je pense malgré tout que c'était une bonne stratégie. Après, on peut critiquer la façon de l'Union européenne à conclure les contrats et sur les livraisons qui, jusqu'à présent, n'ont encore pas été aussi importantes que possible. Mais je pense que si on avait eu des rivalités nationales, je pense que ça aurait été très nuisible pour l'Europe. Et comme l'Allemagne est le pays qui a le plus d'argent, l'Allemagne aurait évidemment eu plus de moyens pour arriver à ses fins, entre guillemets, ce qui aurait sans doute provoqué, je pense, en Europe, une explosion de germanophobie. Donc je pense que autant les critiques peuvent être justifiées contre ce que la Commission européenne a pu faire, autant je pense que les solutions nationales n'auraient pas été favorables et auraient auraient aussi peut-être pu nuire aux relations franco-allemandes. On voit que, par exemple, si la France était débrouillée seule, les retards au démarrage de Sanofi n'auraient pas évidemment été des plus positifs pour la France. Et puis l'autre grande avancée, ça a été au-delà, la réponse économique et financière à cette pandémie, la plus grande crise économique également depuis la guerre, avec une réponse qui se voulait différente, plus ambitieuse que celle qu'on avait pu avoir lors de la crise de la zone euro et de la crise financière de la fin de la première décennie. Et donc avec une initiative franco-allemande, au sein de laquelle il faut aussi le rappeler pour rendre à César ce qui lui appartient. Les parlementaires de l'Assemblée franco-allemande ont joué un rôle aussi, avec donc l'initiative franco-allemande pour un plan de relance européen du mois de mai, qui a donc été reprise par l'ensemble de l'Union européenne et qui a débouché au terme d'un sommet européen extrêmement long en juillet sur l'adoption de ce plan avec donc une mutualisation partielle des dettes, ce qui était aussi un geste fort pour les pays les plus en difficulté, qui sont comme lors de la crise de la zone euro, d'ailleurs, les pays les plus frappés par la pandémie, souvent dans l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie. On a vu là un virage à 180 degrés de l'Allemagne, pour qui une telle mutualisation était depuis longtemps un chiffon rouge et inacceptable, mais en même temps, et qui paradoxalement a été adoptée, approuvée sans grande difficulté, sans protestation majeure. On pourrait presque dire que ça a été adopté comme une lettre à la poste, alors que si on se rappelle certaines réflexions critiques, etc., contre les pays du Sud et toute idée d'Eurobonds, les gros mots d'il y a quelques années, on peut être surpris de la façon dont ça s'est passé. Je me rappelle d'un entretien en off avec un responsable CDU qui disait la décision qu'on a prise l'année dernière aurait été impensable 1 ou 2 années avant. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de l'importance de la solidarité européenne et aussi du fait aussi que un effondrement économique suite à la pandémie des pays du Sud aurait été dommageable pour l'Allemagne en termes
purement intéressé dans la mesure où, pour ce pays exportateur, c'est aussi important d'avoir des pays qui achètent le Made in Germany. Et plus globalement, si on revient au franco-allemand, on voit qu'il y a eu cet accord franco-allemand qui, sans doute, peut être porteur aussi de quelque chose qui ira plus loin. On le verra, et peut-être après les élections allemandes, tout dépend de la coalition qui se mettra en place. C'est-à-dire que ce qui s'est fait l'an dernier, est-ce que ça restera une décision unique, momentanée, historiquement datée, ou bien est-ce qu'on va aller à l'avenir aussi vers d'autres formes de dette commune, avec un renforcement du budget européen, avec des recettes communes, avec des recettes propres, pardon, qui pourraient aussi renforcer les moyens à la disposition de Bruxelles par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. On a au-delà un alignement des planètes, je dirais aussi dans le franco-allemand, mis à part sur ce dossier important que je viens d'évoquer, mais aussi, on voit aussi que l'évolution en Allemagne sur la façon dont on voit la gestion des finances publiques, la dette, on a vu récemment ce papier qui était un peu une espèce de test du patron de la chancellerie, M. Braun, visant plus ou moins à une remise en cause de la règle d'or, qui est un peu une vache sacrée ici en Allemagne, qu'on s'aperçoit que dans ce pays, on a très longtemps pour serrer les boulons de la dette, négliger l'investissement, qu'on comprend bien qu'on a aussi besoin, là actuellement, de financer très largement, de donner une réponse très massive à la crise actuelle, mais au-delà, de faire en sorte de préparer l'avenir avec des investissements publics qui ont manqué. On voit aussi le développement, on voit aussi que le concept de politique industrielle, qui aussi a longtemps été un gros mot en Allemagne, où le rôle de l'État qui pourrait influencer sur la politique économique et décider des stratégies industrielles dans un pays où le libéralisme économique traditionnel est plus important qu'en France, que là aussi les choses bougent. On voit ce qu'a fait Altmaier, on voit aussi les coopérations diverses pour certains secteurs qu'il a lancé avec son homologue Bruno Le Maire, par exemple pour une stratégie commune pour le développement des batteries électriques pour les voitures. On voit aussi que là, les coopérations s'intensifient. On peut aussi citer donc le projet de défense massif qui est prévu entre les deux pays, avec un nouvel avion de combat, etc. Même si là, il faut le dire, il y a quand même actuellement beaucoup de friction. J'essaye d'accélérer un petit peu. Je voulais élargir aux relations Merkel-Macron depuis 2017. On avait eu une Macron-mania extrêmement forte en Allemagne, où Macron était un peu perçu à la fois comme celui qui allait éviter que la France bascule dans le populisme avec une victoire de Marine Le Pen, mais aussi parce que on saluait la victoire d'un Européen, de quelqu'un qui allait réformer, alors qu'on a eu souvent ici des critiques contre une France jugée irréformable, où les réformes n'avançaient pas actuellement. En revanche, il y a eu des frustrations du côté français après le discours de la Sorbonne de septembre 2017 d'Emmanuel Macron. Et à Paris, on aurait souhaité plus rapidement et plus fortement une réponse de Berlin qui a tardé à venir. Et je pense que ce qui s'est passé au printemps dernier avec l'initiative franco-allemande est quelque part aussi une réponse à ces propositions françaises, mais il est vrai avec un certain décalage. En même temps, il faut le dire, on a aussi quand même une Macron désillusion du côté allemand, et la Macromania d'il y a 4 ans, 3 ans n'est plus aussi forte. Je crois qu'on a aussi un sondage là-dessus, sur votre opinion sur le président Macron, que Rachel va lancer. Voilà.
Voilà, donc on a peut-être un peu plus de réalisme. Peut-être la Macromania était sans doute peut-être un peu exagérée à l'époque en Allemagne. On voit aussi de l'autre côté que les plans très ambitieux d'Emmanuel Macron, tels que présentés dans le discours de la Sorbonne de septembre 2017, à l'arrivée, il n'en reste pas grand-chose. Et c'est vrai qu'ici, traditionnellement, il y a toujours des réticences face aux propositions, disons, grandioses de la grande nation, pour reprendre son surnom en Allemagne. Et on se méfie toujours un peu des grandes initiatives, peut-être grandiloquentes. Et ici, on est sans doute plus dans la mécanique institutionnelle et on cherche plutôt pragmatiquement à trouver des solutions. Voilà, le résultat du sondage, on voit qu'il y a des opinions positives très larges, enfin, des opinions très largement positives en faveur d'Emmanuel Macron, avec les 3/4 des personnes qui ont participé au sondage, 13% en opinion négative et 13% n'ont pas d'opinion, n'ont pas souhaité prendre position. Je crois qu'on a aussi un sondage dans le même esprit sur la réponse, ou la réponse jugée tardive à Paris de Berlin aux propositions Macron. Si Rachel peut le lancer. Voilà. Est-ce que vous partagez cette critique émise par Paris? Est-ce qu'il aurait fallu répondre plus rapidement à Berlin, répondre en Allemagne ou à Berlin aux propositions françaises? Alors, quelles sont les divergences? J'ai évoqué les dossiers de défense sur lesquels il y avait quelques frictions actuelles sur ce projet massif d'un nouvel avion de combat, qui est tout un système d'ailleurs beaucoup plus large. Mais bon, bien sûr, même s'il y a un alignement des planètes dont j'ai parlé qui est plutôt positif, il reste quand même des divergences où il y a les propositions d'Emmanuel Macron sur la souveraineté européenne, où on voit aussi une inflexion du côté allemand et où traditionnellement, évidemment, par transatlantisme historique, on hésite peut-être à défendre des positions aussi fortes, mais on voit aussi que les choses évoluent. La relation avec les États-Unis, bon, il est vrai que traditionnellement, bien entendu, elle est beaucoup plus forte en Allemagne qu'en France. Les interventions étrangères, là aussi évidemment une différence de culture qui reste importante entre les deux pays. On voit qu'aujourd'hui le SPD émet des opinions parfois très, très restrictives sur la possibilité de développer cela. Entre-temps, on a notre sondage, ou les résultats du sondage sur la critique française quant à la réponse allemande aux propositions d'Emmanuel Macron. Et cette critique est partagée par 62% d'entre vous, les autres ayant une autre opinion. Voilà. Et puis, j'essaie d'arriver au terme pour qu'on ait suffisamment de place pour les questions. Il y a évidemment maintenant ce qui se passera après les élections à venir en Allemagne et en France, qui peuvent évidemment modifier un certain nombre de paramètres. Je pense qu'avec les élections allemandes, il n'y a pas de modification fondamentale à attendre, dans la mesure où la plupart des partis, et les partis, disons, susceptibles demain de participer à un gouvernement, n'ont pas des positions radicalement différentes, qu'il s'agisse de la CDU, de CSU, des Verts, du SPD ou des libéraux. Voilà, il n'y a pas, quelle que soit la coalition qui se mettra en place à l'automne, je pense, de rupture à attendre, et la continuité l'a de toute façon dominé dans les relations franco-allemandes ces dernières décennies. Bien sûr, il peut y avoir des accents autres. S'il y avait les Verts, par exemple, au pouvoir, soutiennent très ouvertement Macron. S'il y avait a fortiori, s'il y avait une coalition feu tricolore, sans la CDU, elle serait peut-être encore plus, elle permettrait encore peut-être d'avancer un peu plus vite dans le franco-allemand. Mais tout ça aurait encore du ressort de la boule de cristal. Côté français, pour terminer, évidemment, tout dépendra en mai 2022 de la personne qui sera élue à Paris. Si Marine Le Pen devait être élue, ce qui est une hypothèse qu'on ne peut malheureusement pas exclure,
il est clair, évidemment, que là, on aurait évidemment une rupture par rapport à des décennies de coopération franco-allemande, et au-delà, cela aurait bien sûr des conséquences pour l'intégration européenne de la France et pour l'avancée, évidemment, de l'intégration européenne. Voilà, j'en arrive au terme de mon exposé. Je voulais juste, voilà, il y avait une dernière question qu'on peut peut-être poser, un dernier sondage, je venais d'évoquer les élections, sur vos préférences pour la présidentielle française de l'année prochaine, même s'il n'y a pas forcément des noms pour chaque parti, en tout cas pour diverses tendances. Voilà, vous découvrez ça, vous découvrez les options possibles sur votre écran. Et voilà, j'attends juste la fin du processus pour terminer complètement. Voilà, pour l'instant, il est à peu près clair que Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront candidats. Et Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé sa candidature. Pour les Républicains, la question reste encore à éclaircir. Pour les écologistes, il y a 2 noms qui circulent. On ne sait pas encore s'il pourra y avoir une candidature unique pour les écologistes, le Parti socialiste ou le courant de Benoît Hamon. Tout ça reste encore à éclaircir. Voilà les résultats. Qui ne sont pas tout à fait représentatifs de ceux qu'on aurait eu en France, évidemment. Donc, 8 personnes sur 10 souhaitent la réélection d'Emmanuel Macron. Alors, pourquoi on a 23% pour les écologistes? Parce que 80 et 23, là, ça m'échappe, mais on est au-delà de 100%. Mais voilà, un mystère de la technique. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'à part Macron, l'autre force qui suscite un soutien, ce sont les écologistes. Voilà. Merci encore d'avoir été actif et réactif. Et voilà, je termine sur cette perspective électorale. Mon exposé, qui a sans doute été un peu long, mais peut-être qu'on peut déborder au-delà de 12 heures pour les questions. Et je repasse la parole aux organisateurs pour gérer maintenant les questions qui ont pu déjà être formulées.